Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Cette semaine, nous nous intéressons à un nouveau thème, la souveraineté énergétique, avec notre premier dossier du jour qui sera consacré aujourd'hui à la SONABI, la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures. Au programme également de cette émission, en Guinée-Bissau, les adversaires du président José Mario Vaz réclament sa démission. Et le Sénégal a extradé le commandant Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba, vers son pays, la Guinée. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos invités, Adama Koulibaly, vous êtes enseignant, bienvenue. Merci, bonsoir. Fidèle Gomis, vous êtes expert en énergie et environnement, bienvenue. Bonsoir Fanny. Et avec nous également notre éditorialiste Jean-François Candy-Combé, bienvenue Jean-François. Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, l'actualité du jour. En Guinée-Bissau, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de la capitale pour exiger le départ du président José Mario Vaz. Ils avaient déjà manifesté samedi pour demander au président de quitter le pouvoir. Au même moment, le président guinéen Alpha Condé, le médiateur dans cette crise, exige l'application des accords de Conakry. Amira Madiabala, Jean-Pierre. José Mario Vaz, président de la Guinée-Bissau, de plus en plus contesté. Alors qu'il était en tournée ce 12 mars dans la région de Gabou, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour exiger sa démission immédiate et l'organisation d'élections générales anticipées. Ses adversaires lui reprochent de se soustraire aux accords de Conakry, signés en octobre 2016 sous la médiation du président guinéen Alpha Condé et qui prévoit en 6 points une sortie de crise. Une crise survenue après le limogeage du Premier ministre Domingos Simoes Pereira en août 2015. Quand on regarde la manière dont il est en train de gérer la situation, on sent qu'il ne souhaite pas revoir le PAIGC au devant de la scène, notamment de la gouvernance. Il ne souhaite pas que le PAIGC, notamment à travers une personne de sa confiance ou de la confiance de sa direction, puisse diriger le gouvernement jusqu'aux élections législatives de 2018. Ce 8 mars, ce sont les partisans du président qui ont manifesté devant le Parlement, réclamant l'ouverture de l'hémicycle fermé depuis plus d'1 an, empêchant ainsi le Premier ministre Umaru Sissoko Embalo de présenter son programme de politique générale. La crise politique handicape de plus en plus le pays. Les conséquences sont de plus en plus dévastatrices du point de vue économique et social. On est dans le cadre d'un gouvernement constitutionnellement illégal. Les investisseurs comme les opérateurs économiques sont réticents. La CEDEAO, qui s'étonne de ne pas voir l'accord de Conakry effectif, envisage désormais d'accélérer le retrait de l'ECOMIB, la force ouest-africaine de 550 hommes. Un signal censé faire réagir toutes les parties prenantes au conflit. Jean-François, la Guinée-Bissau, aujourd'hui, elle est dans une impasse. Il faut espérer qu'on n'est pas dans une impasse, c'est-à-dire que tout cela ne débouche pas sur de la violence immédiatement, parce que ce serait une conséquence déplorable pour les citoyens de ce pays. Mais on est dans une crise qui est grave, profonde, structurelle. Ce pays n'a pas connu de stabilité depuis les indépendances. On va de coup de force en coup de force, de crise politique en crise politique. Celle-ci est la énième qui a été déclenchée en 2015. Sur le fond, en dépit de ce que j'ai dit, moi j'y vois 2 crises essentiellement, enfin 3 questions qui se posent. Il y a d'abord la crise du parti lui-même, du parti qui est au pouvoir. Et ce que révèle l'ensemble de cette crise, c'est que le président de la République, qui est issu du PIGC, n'a pas de leadership, ou en tout cas il a un leadership qui est contesté dans son propre camp. Donc c'est un parti profondément divisé aujourd'hui. C'est un parti profondément divisé, duquel sortent les éléments de l'exécutif, soutenus par une majorité à l'Assemblée nationale, mais il se trouve que ces 2 têtes de l'exécutif se disputent en quelque sorte le pouvoir. Et le deuxième niveau, c'est une crise de régime qu'on voit malheureusement dans beaucoup de pays africains, où le
président n'accepte pas qu'une tête dépasse du gouvernement, surtout pas la tête du Premier ministre, alors que la Constitution prévoit quand même que le gouvernement est là pour gouverner, pour mener la politique nationale. Le début de cette crise de 2015, c'était bien ça. Le président estimant que le Premier ministre prenait des initiatives et ne le consultait pas suffisamment, alors même que c'est l'essence de la Constitution de ce pays. Donc nous avons là des questions qui sont profondes. Maintenant, la confiance n'y est plus. Alors, c'est une crise de régime due à la personnalité du président lui-même? C'est dû à l'ensemble des éléments que j'ai indiqués tout à l'heure. Le président a mis de l'huile sur le feu. En tout cas, le départ de la crise, c'était la réaction du président, une sorte de revendication d'omnipotentat, c'est-à-dire je dois exercer tous les pouvoirs. Nous voyons ça dans beaucoup de pays africains. Nous écrivons dans nos constitutions que le gouvernement doit gouverner, que le Parlement doit contrôler, mais combien de gouvernements, dans combien de pays on essaie de museler le Parlement, on essaie de tenir le gouvernement. Nous avons là l'élément de la crise majeure, et je pense que cet élément-là, c'est le point de départ qui a conduit à une rupture de la confiance. Souvenez-vous, juste un dernier élément, ouais. Dans ce parti, il y a eu l'épisode de 2016, de décembre 2016, où vous aviez la révocation de députés du camp du président, qui ont été immédiatement démis d'office, qui ont été réintégrés ensuite, mais tout ça ne favorise pas la paix civile. Donc cette crise-là du parti ne peut pas être résolue immédiatement. La crise de régime, je ne vois pas comment elle pourrait être résolue immédiatement. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que les citoyens de la Guinée-Bissau n'en pâtissent pas. Adama Coulibaly, le président bissau-guinéen, d'après vous, il est un facteur de division aujourd'hui pour le pays? Absolument, parce que je crois que ce président, et comme beaucoup d'autres acteurs politiques en Guinée-Bissau, ont oublié en fait les valeurs originelles du PAIGC et dont beaucoup de dirigeants se sont battus avec des valeurs panafricaines, patriotiques, et pour vraiment la construction, l'indépendance et la construction de ces pays. Et donc, c'était des combattants de la liberté qui étaient au service de leur peuple. Aujourd'hui, nous avons affaire à des individus qui, par les circonstances de l'histoire, se sont retrouvés à la tête de ce parti et l'ont divisé, ont un réel souci de leadership, incapables donc de représenter, non pas parce qu'ils ne sont pas en mesure de représenter, puisqu'ils sont arrivés quand même à des hauts niveaux dans l'appareil de l'État, mais c'est parce que simplement, ils ne représentent pas et ils n'appliquent pas du tout ce que la population attend, ils ne représentent pas du tout les aspirations profondes des populations, sinon ils auraient pu agréger une adhésion populaire derrière eux. Ce n'est pas le cas. Donc on voit que nous avons affaire à des régimes présidentialistes en Afrique qui sont calqués sur des réalités qui ne sont pas les nôtres et qui ne peuvent que donner des crises de ce genre où on a une forme de bicéphalisme toujours entre le Premier ministre, s'il a du poids, et puis le président de la République. Donc fondamentalement, il convient de revenir à des valeurs morales et éthiques, également aussi revoir les institutions pour que ces types de crises soient réduites au maximum. Fidel Gomis, je voudrais avoir votre avis sur cette crise bissau-guinéenne. Je dirais que c'est une crise qui est dramatique et les premières personnes qui le subissent au quotidien, c'est bien la population. J'y suis allé encore il y a 2 mois parce que je suis originaire de la Guinée-Bissau et la situation est vraiment très très compliquée au niveau économique, tout tourne au ralenti et là ça ne fait que rajouter, je dirais, une couche supplémentaire aux difficultés que la population connaît et j'ai l'impression aussi que là on est vraiment dans des tentatives de déstabilisation de la population en leur demandant de prendre parti. Donc un coup c'est les partisans du président qui descendent dans la rue, maintenant c'est les partisans de l'opposition. Donc là il y a vraiment un climat qui est inquiétant. Mais d'après vous, pourquoi le pays s'enlise dans cette crise? Le pays s'enlise dans cette crise. Moi je reviendrai pas forcément trop loin en arrière, mais moi je pense que le président déjà a été élu, mais il n'avait pas réellement de vision d'avenir pour ce pays-là. Il y avait un premier gouvernement qui était en place, qui finalement commençait à prendre la mesure du travail et commençait à signer des accords et à faire venir les investisseurs. Malheureusement, comme l'expliquait Jean-François, le président a voulu aussi avoir son droit de regard dessus et la situation a commencé, je dirais, à péricliter à peine 6 mois après la mise en place de ce nouveau président en place.
Merci. Dans l'actualité également, fin d'exil pour le commandant Aboubacar Sidiki Diakité, dit Toumba. L'ex-aide de camp de l'ancien chef de la junte, Moussa Dadis Camara, a été extradé le 12 mars par les autorités sénégalaises vers son pays, la Guinée. Son extradition a été approuvée par la justice sénégalaise en janvier et avalisée par décret par le président Macky Sall. Birama Saonera. Les autorités sénégalaises ont extradé le commandant Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba vers son pays, la Guinée. L'ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara a été remis à la justice guinéenne le 12 mars. Il devra répondre du massacre perpétré le 28 septembre 2009 à Conakry au cours d'une manifestation qui avait rassemblé des milliers d'opposants à la candidature à l'élection présidentielle du capitaine Moussa Dadis Camara. L'essentiel a été fait. L'objectif, le but, c'était qu'il soit extradé. Il a été extradé. Que nous saluons l'acte. Les victimes se réjouissent. Et nous avons encore espoir que le procès se tiendra. C'est une grande avancée, et pour le dossier et pour la justice guinéenne. Il y a des personnes à entendre dans cette affaire et nous demandons encore davantage que la justice fasse son travail. Visé par un mandat d'arrêt international, Toumba Diakité a été arrêté le 16 décembre 2016 par des gendarmes sénégalais à Dakar. Son extradition ouvre ainsi une phase cruciale dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009. Cependant, pour les observateurs, Toumba Diakité ne peut pas être le seul incriminé dans cette affaire. Il faut qu'on ouvre les enquêtes de façon sérieuse et qu'on puisse quand même savoir qui a commandité les crimes au niveau du stade du 28 septembre et les viols. Il se trouve que Toumba seul ne peut pas être responsable de ce qui s'est passé le 28 septembre. Il faudrait que le capitaine Dadis revienne en Guinée puisqu'il veut revenir. Il faudrait que d'autres personnes aussi qui ont été inculpées par la CPI puissent quand même être dans les dispositions de répondre à la justice au moment venu. Mais je pense que l'arrivée de Toumba est un point de départ, mais ce n'est pas l'aboutissement. Le commandant Toumba Diakité est considéré comme étant l'un des présumés auteurs du massacre du 28 septembre 2009. Selon les enquêteurs des Nations Unies, ces massacres ont fait plus de 157 morts, des centaines de blessés et des dizaines de femmes violées. Jean-François, cette extradition, c'est une étape décisive dans ce dossier du massacre du 28 septembre ? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Nous avons évoqué autour de ce plateau à plusieurs reprises la question de la justice pénale en Afrique et notamment cette tentative des chefs d'État africains de sortir de la Cour pénale internationale. Et j'ai toujours dit que si l'Afrique réussit à mettre en place un dispositif qui évite l'impunité, je suis favorable à ce qu'on puisse sortir de la Cour pénale internationale pour appliquer une justice africaine rigoureuse. Mais pour l'instant, elle n'existe pas. Ici, c'est un acte à saluer. J'ajouterai que, mais nos téléspectateurs le savent, que le Sénégal s'illustre en la matière quand même de façon assez remarquable. Il y a eu le procès de Hissène Habré qui s'est déroulé au Sénégal devant les chambres extraordinaires. Oui, la coopération des autorités sénégalaises sénégalaises est décisive. Maintenant, il reste à voir, la balle est dans le camp des autorités judiciaires de Guinée pour juger non seulement celui qui a été extradé, mais pour mener une enquête, comme le rappelait tout à l'heure la dame qui est intervenue, pour enquêter de façon à identifier les responsables, tous les responsables, et à les punir tous. Et il faut que l'Afrique, c'est le chemin que l'Afrique doit suivre. Tous les criminels n'ont pas leur place ni dans l'État, ni ailleurs dans la société. Ils doivent payer pour leurs crimes, ils doivent être en prison. Adama Coulibaly, on est dans le chemin vers un procès. Oui, je crois bien, puisque c'est une demande qui émane des autorités judiciaires guinéennes. Et il faut se rappeler d'ailleurs et remercier les autorités sénégalaises qui coopèrent avec d'autres pays. Ça a été le cas avec le Tchad pour le procès Hissène Habré, et puis voir aussi que dans d'autres pays ça commence à se faire. Ça a été le cas après le putsch au Burkina, certains militaires qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire, qui ont été ramenés, rapatriés, extradés vers le Burkina. Et là, pour ces cas précis, je pense que c'est une très bonne nouvelle, en effet, et je pense que justice doit être rendue aux familles des victimes, et à toutes les victimes, et il n'y a pas, effectivement, que, comme le disait le sujet, ce militaire. Et Dadis est aujourd'hui au Burkina. Il est réfugié au Burkina Faso. Voilà, il faut qu'il puisse répondre de ses actes aussi. Et tous
les complices de ces crimes doivent pouvoir répondre. C'est un bon début et j'espère que la justice guinéenne va pousser les investigations au point de faire revenir, demander l'extradition de tous ceux qui sont impliqués. Ils ont toujours, avant que une quelconque décision soit rendue, eh bien, ils ont toujours, on peut considérer qu'ils sont ou coupables ou innocents. De toutes les façons, ils ont une présomption d'innocence, mais il faut qu'ils viennent répondre devant la justice et que l'Afrique puisse prouver aux yeux du monde qu'elle est capable d'organiser des procès dignes de ce nom pour qu'il n'y ait plus du tout d'impunité sur le territoire africain. Alors justement, Jean-François, par rapport à Dadis Camara, justement, dont parlait Adama Coulibaly, qui est toujours au Burkina Faso, que faudrait-il aujourd'hui qu'il y ait le même type de coopération du côté des autorités burkinabées? Mais pour qu'il y ait coopération, il faut d'abord qu'il y ait demande d'extradition. Et il ne semble pas que la demande d'extradition ait été faite. J'aurais plutôt tendance à penser que si une demande d'extradition est faite, les autorités burkinabées le regarderaient. En tout cas, les procédures seraient suivies et la suite serait favorable, à mon avis. Mais pour l'instant, la demande n'a pas été faite. C'est la raison pour laquelle, précisément, nous disons l'un et l'autre que à partir de ce début, de cette extradition-là, puisque l'enquête démarre, enfin à partir de cet élément-là, une enquête sérieuse, des éléments vont être recueillis. À partir de ces éléments, on pourra identifier un certain nombre d'acteurs, et en particulier la question du rapport qu'il y avait entre le chef de l'État et le chef de sa garde présidentielle, le rapport de commandement, elle va être éclaircie à ce moment-là. Donc, attendons de voir. Espérons que ça ira vite. Peut-être qu'il y aura dans la suite, assez brièvement, un mandat, en tout cas une demande d'extradition et un mandat d'arrêt international délivré contre l'intéressé. Merci. Nous allons marquer une courte pause un instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.